Bien, bonjour à tous. Dans le cadre de notre commission d'enquête sur les politiques publiques en matière de santé environnementale, nous accueillons pour notre première audition de ce jour, Monsieur Olivier Thomas, qui est le porte-parole pour le Comité pour le développement durable en santé, le C2DS. Le C2DS est une association qui rassemble les acteurs du soin et de l'accompagnement sur le thème du développement durable. L'objectif de cette association est d'informer les acteurs du secteur sur les bonnes pratiques environnementales. L'association compte plus de 500 adhérents, établissements sanitaires et médico-sociaux de tout type d'activité et de tout statut juridique. Monsieur Thomas, nous allons vous écouter pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes. Puis les membres de la commission d'enquête vous interrogeront à leur tour. Alors nous sommes en séance Zoom ce matin et nous attendons peut-être quelques participants. Et moi-même, je serai amenée à vous poser quelques questions. Mais avant de commencer notre première audition, je vais vous demander de prêter serment puisqu'il s'agit d'une commission d'enquête. Donc je vais vous lire la formule particulière aux commissions d'enquête. Et ensuite, vous lèverez la main et vous direz « je le jure ». Donc, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Très bien, merci Monsieur Thomas. Donc, 10 minutes de présentation. Vous savez quel est l'objet de cette commission d'enquête. Donc, nous cherchons à établir un bilan des politiques publiques sur la santé environnementale avec les points forts, les points faibles. Donc, nous avons à ce jour entendu la parole institutionnelle de ceux qui sont officiellement en charge de gérer ce secteur de notre vie sociale, sanitaire et environnementale. Et nous auditionnons maintenant des experts, des associations, la société civile pour avoir d'autres approches complémentaires. Donc, vous allez me dire quelle est la place du C2DS dans le dispositif de prise en charge de ces questions-là. Et ensuite, nous échangerons en fonction des questions qui seront posées, soit par mes collègues, soit par moi-même. Voilà, merci à vous. 10 minutes de présentation liminaire. Madame la Présidente, merci beaucoup de nous donner la parole. Je tiens à dire en introduction que nous sommes très heureux de participer à cette audition parce que le C2DS existe presque depuis 20 ans et cela fait 20 ans que nous travaillons sur ces sujets-là. Je pense que c'est une chance d'être dans un pays qui a un plan national santé-environnement et c'est une chance également d'être dans un pays qui a des déclinaisons régionales de ce plan. Je vais essayer de vous expliquer d'une part le rôle du C2DS très rapidement et d'autre part les constats que nous avons faits sur ces 10 dernières années. Le C2DS est une association qui est née en 2005 pour fédérer des établissements publics, privés, sanitaires, médico-sociaux, pour identifier les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et sociétale, en matière de santé environnementale et pour les mutualiser, les diffuser au plus grand nombre. Lorsque nous constatons des bonnes pratiques, nous les diffusons, et puis lorsque nous constatons des mauvaises pratiques, nous les dénonçons. Le C2DS aujourd'hui est présent dans toutes les régions de France. Au-delà du C2DS, je vais insister sur cette chance, comme je l'ai dit, d'avoir un plan national santé-environnement qui existe maintenant depuis quasiment 10 ans. Nous avions participé à la création du premier d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous lister les forces et les faiblesses de ce dispositif. Le PNSE, à notre sens, qui est une chance, n'est hélas pas évalué, n'est pas financé et n'est pas piloté. Donc, je vais vous dépeindre avec vos questions en détail tous les sujets que nous abordons au quotidien. Je vais vous les citer. Il y a toute la problématique des perturbateurs endocriniens, des risques chimiques, j'ai envie de dire des risques émergents liés à tout ce qui peut être exposition aux champs électromagnétiques, exposition aux perturbateurs endocriniens, exposition aux nanoparticules. Je vais vous parler de la problématique des cosmétiques, notamment pour les mamans, les nouveau-nés, dans les maternités et les crèches.
Je vais également vous parler de la politique d'achat en France, la politique d'achat hospitalière, avec ses forces et ses faiblesses. Je vais également vous aborder le sujet de la qualité de l'air intérieur et des différentes problématiques que cela pose en termes de dépenses de santé, en termes de mal-être aussi des professionnels de santé et des patients. Je vais vous parler des problèmes que nous avons aussi avec les dispositifs comme l'échange pour nouveau-nés et l'absence de réponse des organisations du type DGCCRF, ministère de la Santé, toutes les tutelles sur ces sujets-là qui, hélas, se renvoient la balle depuis des années. C'est un vrai problème pour nous sur le terrain. Je vais vous parler également de la convention qui a été signée en 2016 entre toutes les fédérations hospitalières et l'État pour engager le secteur de la santé dans un grand programme de développement durable, hélas sans aucun moyen ni évaluation. Je vais également vous parler de formation, de formation initiale et continue des acteurs, qui aujourd'hui, à notre sens, est hélas mal adaptée aux problématiques de terrain. Et puis, peut-être en conclusion, nous vous proposerons des actions à mettre en œuvre, puisqu'on va faire un constat de ce qui marche, un constat de ce qui ne marche pas. Mais on va aussi peut-être vous proposer des pistes, car nous avons identifié, grâce à notre réseau de plus de 550 établissements sur le terrain, des solutions qui marcheraient. Et ces solutions qui marcheraient permettent d'obtenir 4 résultats. Le premier, c'est d'optimiser les dépenses de santé. Ce n'est pas anodin, vu l'état de nos finances. Le second, c'est de réduire les impacts, les externalités négatives sur l'environnement. Cela permet également de réduire les impacts sur la santé humaine. Et enfin, ces stratégies permettent de redonner du sens au métier de la santé, et je crois qu'il y en a bien besoin. Je ne vais pas vous faire maintenant ma conclusion, mais je vais quand même vous donner, à notre sens, les 4 problématiques que nous avons aujourd'hui en termes de santé environnementale. D'une part, il n'y a pas d'incitation à agir, c'est-à-dire que les acteurs qui sont les plus engagés dans le pays, j'ai envie de dire les plus vertueux, même si c'est un peu présomptueux, eh bien ceux-là ne sont pas ni soutenus, ni financés, ni reconnus. C'est dommage parce que ça ne donne pas envie aux autres d'agir. Le problème de la formation initiale et continue est majeur, puisqu'aujourd'hui, en clair, nos professionnels ne sont pas assez formés sur ces thématiques-là. Nous avons également de nombreuses lois dans notre pays, mais hélas, elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas contrôlées, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, si on agit, on n'est pas reconnu, et si on n'agit pas, on n'est pas sanctionné, donc c'est extrêmement compliqué d'arriver à donner envie d'agir. Et le dernier élément, c'est que nous n'avons pas organisé dans ce pays la mutualisation des bonnes pratiques, les échanges avec tous les outils numériques qui existent aujourd'hui. Lorsqu'il y a une action extraordinaire en termes de santé environnementale en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, elle n'est pas ni mesurée, ni dupliquée dans les autres régions de France. Donc, on perd une énergie assez phénoménale. Donc, en résumé, nous avons la chance d'avoir un plan national santé-environnement, ça c'est clair. Nous avons la chance d'avoir cette politique-là. Mais à notre sens, cette politique n'est pas financée, pas structurée, pas pilotée. Et donc, hélas, il y a une perte d'énergie absolument colossale. Dernier élément, la question que l'on se pose, nous, depuis maintenant quasiment 15 ans, c'est la question du qui. C'est-à-dire qu'on a une multitude d'interlocuteurs. Ces interlocuteurs ne se parlent pas entre eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, nous n'avons des réponses à aucune des questions que nous posons. Je vous ai amené des éléments, là, vous avez vu, j'ai des documents que je vais vous laisser. Ce sont des courriers qu'on a faits depuis 10 ans au ministère de la Santé, au ministère de l'Environnement, à la DGCCRF, à l'ANSES, à la NSM. En fait, nous n'avons des réponses absolument de personne. Donc, il y a énormément d'interlocuteurs, des hauts fonctionnaires au développement durable dans tous les ministères, des agences régionales de santé dans toutes les régions, une multitude d'acteurs, mais hélas, nous n'avons pas d'acteurs identifiés qui puissent répondre aux problématiques de terrain. Donc, d'un côté, une politique qui est parfaitement faite, le PNSU est un formidable outil, mais hélas, en face, nous n'avons pas les moyens et les contacts, enfin les interlocuteurs permettant de mettre en œuvre cette politique sur le terrain. Voilà, je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toute question et rentrer dans les détails de ce que j'ai évoqué. Écoutez, merci déjà pour cette première partie d'échange synthétique. Vous avez bien fait le tour de toutes les questions qui se posaient aux acteurs sur le terrain.
les points forts, le point fort. Vous avez l'air de dire que le PNSE est un outil qui pourrait être efficace s'il est accompagné de moyens et d'une meilleure gouvernance. Nous y reviendrons parce que les échos que nous avons eus jusqu'à maintenant étaient beaucoup plus nuancés, notamment de la part des deux inspecteurs qui avaient fait une évaluation du PNSE 3. Et j'entends cette attente de la part du secteur du soin qui, effectivement, devrait être le fer de lance de la mise en place de plans d'action sur le terrain pour porter une politique efficace. D'autant que le PNSE 4 va avoir pour vocation de territorialiser davantage les politiques de santé environnementale. Alors moi, je voudrais vous poser une première question avant qu'on commence à rentrer un peu plus dans le détail. Quelle est votre définition de la santé environnementale ? Parce que les sujets ne manquent pas. Est-ce que selon vous, le terrain des établissements de santé est justement le terrain par excellence où on retrouverait la totalité de ces sujets? Et quelles sont les mesures qui ont pu être improvisées? Vous dites que vous n'avez pas été entendu, accompagné, aidé. Pour autant, vous avez quand même 500 établissements qui sont mobilisés puisqu'ils appartiennent à cette association. Et vous avez dû certainement lancer quelques démarches depuis 10 ans que vous existez. Et une petite remarque au passage aussi pour compléter ce premier jet de questions. Vous dites que vous n'avez pas eu d'interlocuteur. Une interrogation qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien aussi entre ce silence des institutions et votre statut d'entreprise privée extérieure? Parce que il faudrait peut-être que vous nous explicitiez le fonctionnement de cette association qui en fait ressemble à une entreprise privée. Et n'y aurait-il pas justement un petit problème relationnel justement lié à votre statut qui limiterait la crédibilité ou l'intérêt que pourraient porter les administrations à vos propositions, malgré le nombre extrêmement important de participants qui sont inscrits à votre association. Donc, pouvez-vous nous peut-être clarifier cette situation statutaire et puis nous parler donc de le rôle qu'occupe, la définition et le rôle qu'occupent les établissements de santé dans une politique santé environnementale? Alors, j'entends trois interrogations dans votre intervention. La première, sur la définition de la santé environnementale. Nous, on se base sur la définition de l'OMS, tout simplement. Santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, déterminée par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux de notre environnement. C'est la définition de l'OMS, qui évoque aussi la prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc, c'est celle que nous nous sommes appropriée. La deuxième question, quel est le rôle de l'hôpital? Alors, quand je vais dire hôpital, c'est un terme générique pour moi, qui inclut l'ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social. Le rôle de l'hôpital est majeur dans notre pays. C'est-à-dire que l'hôpital, qui a comme responsabilité de prendre en charge la santé humaine, de prendre en charge la dépendance, si lui-même n'est pas exemplaire, si lui-même n'a pas les compétences et les moyens de garantir la santé aujourd'hui et la santé de demain, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Je pense que l'hôpital aujourd'hui a un rôle majeur sur ces thématiques-là. C'est mettre la santé au cœur de l'économie. On le voit avec la crise Covid, mettre la santé au cœur de l'économie permettrait demain de certainement obtenir de meilleurs résultats. Donc oui, l'hôpital est au cœur. Oui, l'hôpital est très engagé, puisque en 10 ans, il s'est passé, surtout dans certaines régions, des choses assez incroyables. Alors quand je dis dans certaines régions, pour être efficace, il faut avoir le soutien des agences régionales de santé. En France, on n'a pas le même niveau d'engagement des agences régionales de santé, puisqu'il n'y a pas de pilote au niveau national du PNSE. Donc, c'est direction dépendant des agences régionales de santé. Je vais citer en particulier l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, de PACA et d'Occitanie, qui sont les 3 ARS les plus engagés dans le pays, et j'ai envie de dire les plus engagés en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent de ce qui s'est fait dans ces 3 régions dans toute l'Europe. Si je prends l'exemple de PACA, vous avez 170 établissements de santé qui sont accompagnés par l'Agence régionale de santé pour arriver à faire monter en compétence tous ces établissements sur la santé environnementale et la RSE.
Donc, c'est un engagement très fort parce que l'Agence régionale de santé est très engagée. Dans d'autres régions, ce n'est pas du tout le cas. Donc, oui, sur le terrain, beaucoup de choses se passent, mais encore faut-il que ce soit piloté et qu'il y ait des moyens en face. Donc, c'est région dépendant en fonction, en clair, de l'engagement d'un directeur ou d'une directrice d'agence régionale de santé. En ce qui concerne notre statut, vous faites bien de souligner, je suis très heureux de pouvoir vous en parler. Le C2DS est une association, comme toutes les associations, et je m'occupe aussi d'une agence d'experts. J'ai créé une agence avec 25 collaborateurs où j'ai embauché des ingénieurs, des professionnels de santé pour faire de l'accompagnement de stratégie RSE dans les établissements. Ça, c'est mon métier. Et lorsque nous intervenons auprès des ministères ou de la DGCCRF ou de toute entité publique ou représentant de l'État, nous nous adressons avec toute la dynamique du C2DS. Et en plus, notre société Primum Non Nocere est une société à mission. Donc, je voudrais insister là-dessus parce qu'on est dans un pays qui vient de créer la loi Pacte. Dans la loi Pacte, il y a la création d'un nouveau statut qui est la société à mission, qui détermine des objectifs, qui détermine une raison d'être, qui change ses statuts pour s'engager sur ses objectifs et ses raisons d'être. C'est une loi qui est un véritable tournant, comme la loi de 1901 sur les associations. Ce qui est dommage, c'est que ces sociétés à mission aujourd'hui ne soient pas reconnues. Donc d'un côté, on fait des lois et on mobilise des énergies sur le terrain qui prennent énormément de temps parce que pour se transformer, c'est extrêmement complexe. Et de l'autre côté, il n'y a aucune reconnaissance de ces sociétés à mission aujourd'hui. L'État a créé la loi, mais l'État n'a pas créé le référentiel des sociétés à mission. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas capable, en France, d'évaluer une société à mission réellement. Donc, ce n'est pas sérieux. Donc après, il n'est pas sérieux non plus de nous renvoyer qu'on ne nous répond pas parce qu'on a un statut qui n'est pas un statut qui plairait aux autorités. Donc moi, je suis quand même choqué que dans ce pays, dès lors que l'on s'adresse en tant que citoyen, en tant qu'association ou en tant qu'entreprise, que l'on s'adresse à des institutions comme la DGCCRF, comme le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement, pour par exemple alerter sur le fait que dans les laits artificiels que l'on donne aux nouveau-nés français, il y a des perturbateurs endocriniens ou des nanoparticules de dioxyde de titane. Je suis quand même très étonné qu'il n'y ait jamais de réponse. Je ne le comprends pas. Je pense même qu'à partir du moment qu'on a la conscience de cela, je pense que c'est une faute grave que de ne pas répondre. Parce que diffuser des perturbateurs endocriniens à des nouveau-nés 6 à 7 fois par jour via ce qu'on leur donne à manger, via leur couche, via les cosmétiques qu'on met sur leur peau, eh bien, ça ne me paraît pas cohérent qu'on soit dans un pays où aucune entité ne réponde et qu'on nous renvoie « on ne vous répond pas parce que vous avez un statut qui est bizarre ». Donc, je ne le comprends pas et personne ne le comprend dans notre entourage. Et je ne suis pas le porte-parole de toutes les autres institutions françaises, mais dans mon entourage, je travaille avec beaucoup de praticiens, de médecins, de sociétés savantes ou de fédérations professionnelles. Elles n'ont pas plus de réponses. Nous n'avons aucune réponse aux questions que nous nous posons. Je vous donne un exemple qui date de cet été. Aujourd'hui, on est face à une crise Covid qui génère des milliers de tonnes de déchets avec des masques jetables à usage unique. Comment est-il possible qu'on ne puisse pas promouvoir des masques lavables, éco-conçus, biosourcés, répondant aux normes AFNOR? Comment est-ce possible? Pendant la crise Covid, on a même reçu des directives pour dire que les établissements de santé français pouvaient stocker des déchets infectieux puisque les prestataires d'ASRI étaient complètement saturés. Donc, encore une fois, ce n'est pas raisonnable. Il y a des ambiguïtés, il n'y a pas de réponse à cela. J'ai sollicité des quantités d'institutions pour dire « Pouvez-vous clarifier le fait du masque chirurgical, du masque grand public ?» On n'a aucune réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on promeut et on nous demande même de mettre des masques jetables à usage unique quand on rentre dans les établissements de santé. Pourquoi? Quand on regarde les masques français fabriqués en tissu éco-conçus et respectant les normes AFNOR, pourquoi ne faisons pas la promotion de cela? Ça générerait des quantités de déchets en moins, ça générerait des particules fines en moins parce que tous ces déchets sont incinérés. Enfin, vous vous rendez compte que sur un sujet comme ça, il n'y a jamais de réponse. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, au travers de cette commission que vous animez, peut-être d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, face à ces problématiques extrêmement complexes, face à ces gens et ces acteurs du terrain qui s'engagent sur ces sujets-là, pourquoi n'avons-nous pas d'interlocuteurs, pourquoi n'avons-nous pas de réponse? Alors que la politique qui est en santé environnementale déclinée grâce à ce PNSE et grâce à ces plans régionaux, elle est parfaite. Franchement,
Je pense que c'est une chance. On est le seul pays d'Europe à avoir une telle politique. On est même allé voir du côté du Canada. Les Canadiens sont bien moins avancés que nous sur toute la santé environnementale. Donc, on a d'un côté une politique établie, mais de l'autre côté, au risque de me répéter, une absence de pilotage et une absence de moyens et une absence de structuration. Je trouve dommage que des actions exemplaires, comme on voit, je recite la Nouvelle-Aquitaine, avec une stratégie sur la petite enfance qui est très vulnérable face à ces risques environnementaux. La Nouvelle-Aquitaine a mis un programme extraordinaire qui devrait être dupliqué dans toutes les régions de France. Ça ne se discute même pas. Comment est-il possible d'avoir une telle perte de chance quand on est une maman en Aquitaine et une maman en Île-de-France? On n'a pas accès aux mêmes informations, on n'a pas accès aux mêmes préventions. Ce n'est pas cohérent. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut restructurer, tout simplement. Ce n'est pas si compliqué, les choses, et avoir des pilotes qui soient dûment désignés. Bien. Merci pour ces quelques réponses. Ne pensez-vous pas que justement l'absence de réactivité de vos interlocuteurs des ministères ne vient pas de l'ambivalence de votre situation? Parce qu'en fait, vous êtes à la fois le président d'une association extrêmement active qui a démontré sa réactivité, sa capacité à intervenir sur le terrain, et en même temps, vous êtes un chef d'entreprise qui donc vit du conseil qu'il apporte aux établissements de santé. Et du coup, vos interlocuteurs du ministère ne savent pas toujours qui prend la parole. Est-ce que c'est le président de l'association ou est-ce que c'est le directeur d'entreprise? Je pense qu'il y a peut-être une ambiguïté. Vous venez d'expliquer que vous avez fait un grand pas dans la clarification grâce à cette opportunité qui est donnée par la loi PACTE de transformer votre entreprise en société à mission, ce qui permet de se rapprocher du secteur public et donc peut-être de passer des contrats en toute transparence et lisibilité, même si, comme vous l'avez dit, cette société à mission n'a pas fait l'objet d'une précision sur les référentiels. Donc je me demandais s'il n'y avait pas une problématique de cet ordre-là. Parce que quand vous signalez tout ce que vous venez de signaler, notamment les problématiques de cosmétiques dans les maternités pour les bébés, les problématiques de présence de perturbateurs endocriniens dans les établissements de santé, qui prend la parole? Est-ce que c'est le président de l'association des établissements de santé, développement durable en santé, ou est-ce que c'est le chef d'entreprise? Donc ça, c'est une première... je vous renvoie un petit peu la question, qui en même temps peut-être est une forme de réponse à votre propre interrogation. Deuxième chose, effectivement, pour la filière des masques, je retrouve un vieux réflexe de gestionnaire d'hôpital, c'est que, en fait, à un moment donné, on a investi énormément dans tout ce qui était à usage unique dans les établissements de santé. Et du coup, on a réduit toutes les chaînes relatives à la prise en charge du vêtement, des tissus. Donc, je pense que c'est comme, en fait, pour l'alimentation. À force de passer troisième gamme, quatrième gamme de produits alimentaires déjà tout prêts à consommer, on a réduit les pratiques dans les cuisines hospitalières. Il n'y a plus de personnel, il n'y a plus d'outils. Est-ce que ça ne serait pas peut-être une réponse au problème que vous soulevez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les chaînes de nettoyage ou de stérilisation adaptées, le personnel qui suit avec, pour prendre en charge justement les masques éco-conçus et réutilisables? C'est une possible explication, mais qui n'efface pas pour autant la pertinence de l'interrogation qui est partagée, je peux vous le dire, par bon nombre de députés. Nous sommes très inquiets de toute cette profusion de déchets de type nouveau que nous observons un peu partout dans notre environnement, et nous interrogeons justement sur l'urgence à mettre en place une filière qui serait adaptée à ces masques jetables. Enfin, déjà, il y a cette première partie de la discussion. Mais il y a quelque chose qui m'interroge dans ce que vous venez de dire, parce que je trouve qu'il y a une espèce d'un peu, excusez-moi le terme, de contradiction entre le fait d'affirmer que le PNSE est un outil extraordinaire, que nous avons beaucoup de chance d'avoir ce genre de politique officielle, et en même temps, vous n'arrêtez pas de dire que c'est inefficace.
Donc, je m'interroge. Si c'est un outil intéressant, pourquoi vous soulignez ce manque chronique, en fait, d'opérationnalité de cet outil et d'impact? À vous entendre, en fait, la santé environnementale dans les établissements de santé relève plus d'initiatives locales, de bonne volonté, de personnes, mais pas du tout d'une organisation portée clairement par une institution qui serait bien identifiée, alors que vous nous dites en même temps que le PNSE et les PRSE, nous avons beaucoup de chance de les avoir. Donc, expliquez-moi en quoi l'existence de ces PNSE, de ces plans nationaux, vous paraît être une forte avancée en matière de santé environnementale, et pour autant, pourquoi ils ne sont absolument pas efficaces? Parce que des personnes que nous avons entendues auditionner avant vous, et notamment les deux inspections, l'une de la santé et l'autre de la transition écologique, qui ont fait l'évaluation, le bilan du PNSE 3, ont été extrêmement critiques sur l'inutilité, à les entendre, l'inefficacité totale des PNSE pour des raisons de manque de critères, manque d'indicateurs, aucune gouvernance clairement établie. Et donc, nous avons vraiment dressé un bilan extrêmement négatif. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, il n'y avait pas de politique nationale de santé-environnement en France. À les entendre. Et ça vient des deux inspections, c'est-à-dire des deux ministères qui sont officiellement en charge de la politique santé environnementale. Donc, je voulais peut-être qu'on engage la conversation sur cette contradiction dans votre analyse. Peut-être n'est-elle qu'apparente, vous allez nous l'expliciter. Merci. Alors, 3 questions à nouveau. Vous êtes mal renseigné parce que je ne suis pas le président de cette association, hein, j'en suis un des administrateurs, je suis un des adhérents administrateurs et porte-parole, puisque pour arriver à porter la parole sur ces sujets-là, il faut maîtriser les sujets. Et j'ai le droit d'à côté d'avoir un métier. Et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention je reviens sur la logique des sociétés à mission. Je suis assez étonné qu'en France, il y ait des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt qui soient exclusivement réservés au monde associatif. J'en ai encore découvert un la semaine dernière, Impact 2024, pour mettre le sport, le développement durable et la santé à l'honneur dans notre pays. Mais c'est exclusivement réservé à des associations dès lors qu'elles ont 2 salariés. Donc j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi on privilégie dans ce pays des associations dès lors qu'elles ont 2 salariés et que des entreprises qui ont des experts comptables, des commissaires aux comptes et des organismes tiers indépendants qui viennent vérifier leurs données, leurs chiffres et si leurs objectifs sont atteints, pourquoi ceux-là sont exclus systématiquement du système? Pour moi, c'est dogmatique et c'est une des raisons pour laquelle la France est bloquée à tous les niveaux. Je ne comprends pas pourquoi, pour la fabrication des PNSE et des PRSE, nous n'avons pas des experts autour de la table qui soient des gens compétents et qui puissent être chefs d'entreprise, responsables de collectivités ou responsables d'associations. On est face à un dogmatisme qui, à mon sens, bloque le pays. Donc je pense qu'on peut adhérer à une association et je pense qu'on peut être chef d'entreprise et ce sont surtout les entreprises qui, dans notre pays, créent les emplois. Sur le second sujet relatif aux masques, les établissements de santé, certes, ont privilégié l'usage unique depuis des années parce qu'on a des lobbies très puissants dans le monde de la santé qui privilégient l'usage unique et qu'en face, on n'a pas le lobby éthique et citoyen qui permet de promouvoir l'usage multiple comme le font d'autres pays, ce qu'on appelle le reprocessing qui marche très bien en Allemagne. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait laver les masques. Moi, j'ai des masques lavables. Vous voyez que j'ai un masque qui nous a été offert par l'ARS Occitanie. Ils sont lavables. Ça permet de faire à peu près 30 fois moins de déchets qu'avec des masques jetables que l'on retrouve partout dans nos poubelles au fond des océans. Donc on peut tout à fait laver les masques aujourd'hui. La seule réponse qu'on me fait, c'est qu'il n'a pas été évalué l'efficacité des masques lavables. Mais on se moque du monde. On n'a pas évalué non plus l'efficacité des masques jetables fabriqués en Asie et en Chine, pour lesquels on n'a même pas, la plupart du temps, de certificat de conformité. Donc, on est face, encore une fois, à des affirmations, à des erreurs qui sont regrettables. C'est-à-dire qu'on est en train de participer à fabriquer les nuisances et les impacts de demain avec des décisions comme celle-là. Enfin, sur le troisième point, il n'y a aucune contradiction dans mes propos concernant ce que j'ai dit
en préambule. Oui, c'est une chance d'avoir un plan national santé-environnement. Oui, c'est une chance depuis 10 ans d'avoir eu 3 versions et d'avoir des déclinaisons régionales. Parce que c'est très bien fait. Dedans, il y a toutes les thématiques à prendre en considération pour réduire les impacts sur la santé humaine, animale et sur l'environnement. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'en effet, ce n'est pas piloté. Ce n'est pas l'absence de politique, c'est l'absence de pilotage et l'absence d'interlocuteurs. J'ai eu énormément de rendez-vous au ministère de l'Environnement sur tous ces sujets-là. Aucun au ministère de la Santé, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur sur ces sujets. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à chaque fois qu'on a un rendez-vous au ministère de l'Environnement et que l'on parle de sujets de santé, au bout d'une heure, après avoir été écouté poliment, on nous dit « Ah oui, mais ça concerne la santé, il faut vous allier au ministère de la Santé ». Donc, le problème de fond face au PNSE, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de pilote. Si demain, on met un pilote pour piloter les actions nationales et régionales, eh bien, nous aurons des résultats extraordinaires sur les sujets de la santé environnementale. La preuve, c'est que les régions comme Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA ont des résultats probants de réduction de déchets, de réduction d'impact, d'amélioration du bien-être et de la santé des collaborateurs dans ces établissements-là. Donc oui, dès lors que c'est piloté, dès lors qu'il y a des budgets en face, parce que si on met en place une politique et qu'il n'y a pas de budget en face, ce n'est pas possible d'obtenir des résultats. Donc, il suffirait d'avoir des pilotes désignés, des interlocuteurs désignés et des budgets en face pour que nous ayons des résultats incroyables, duplicables dans toute l'Europe. On peut faire de la France un pays exemplaire en matière de santé environnementale si on définit le pilote. Très bien. Merci déjà pour ces réponses. Nous y reviendrons dans un deuxième temps. Je vais donner la parole à une collègue qui est en ligne et qui est membre de la commission d'enquête, Marie Tamarel. Marie Tamarel aurait une question à vous poser. Merci, Madame la Présidente. La connexion n'est pas très bonne, donc vous n'avez que ma photo, pas la visio, mais j'espère que vous m'entendez bien. Je suis assez sensible à vos propos. Je suis désolée, j'ai pas votre nom en tête, donc je ne peux pas vous nommer, mais en tout cas, je suis assez sensible à vos propos. Olivier Thomas. Voilà, Monsieur Thomas, merci. Olivier prénom. Voilà, parce que je suis médecin de santé publique et particulièrement investie dans tout ce qui est prévention, et dans ce que vous pointez là, c'est la même chose qu'on retrouve dans la politique de prévention. D'ailleurs, je pense que les deux sujets sont plus qu'extrêmement liés, parce que où mettons la santé environnementale dans la prévention et réciproquement, où il y a effectivement une volonté. C'est ce que j'entends bien dans vos propos en disant on a un PNSE quand même, donc il y a une volonté. On la formalise en tout cas, la volonté, même si elle n'est pas efficiente ni efficace, pas suffisamment efficace. De la même façon, en prévention, on a, avec Ma Santé 2022, un des 4 piliers de la santé qui est la prévention, c'est la première fois. On n'a pas eu de pilier avant celui-là, explicitement pointant l'enjeu majeur. Voilà. Et on se confronte à la même difficulté, c'est-à-dire que ce que vous décrivez très bien, chaque ministère est mandaté pour vous... tout ce qui touche à l'environnement, santé environnementale, médecine du travail, ça va être pareil, pour le pan santé dans le travail, à l'éducation nationale, pour le pan santé à l'éducation nationale, et voilà, je peux décliner sur tous les ministères. Et comme vous le dites très bien, au fond, il n'y a pas plus que de la coordination, parce qu'il y a un moment un pilote, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est garant qu'on travaille ensemble, qu'on tient les objectifs, enfin au moins qu'on y tend. Voilà, bon, tout ça pour vous dire que... je plus sois, mais je voudrais vous entendre sur vous par rapport à votre expérience, et peut-être, et sûrement c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, sur juste, ce qui se passe dans d'autres pays européens ou au-delà Atlantique. Comment est appréhendée la politique environnementale? Est-ce que nous avons des modèles justement, qui, même si tout n'est pas immédiatement transposable, mais qui donne quand même des lignes directrices sur lesquelles on devrait tendre et qui pourraient nous aider à ne pas tout recommencer, mais déjà à s'appuyer sur des bonnes pratiques. Monsieur Thomas. Merci. Je pense très sincèrement que nous sommes un des pays les plus engagés sur le sujet. Je n'ai pas vu l'équivalent, en dehors de la Suisse et de la Suède, de ce que nous avons impulsé en France.
Alors, je ne vous parle pas en termes de résultats, mais il n'y a aucun pays au monde que nous ayons vu qui soit bien organisé, bien structuré ou qui ait obtenu des résultats incroyables. Il y a des pays qui ont, par contre, fait des choses ponctuellement, isolément, mais pas de manière globale. Je vais vous citer la Suisse sur les résidus médicamenteux ou la Suède. En France, là-dessus, on est très mauvais. Je vous engage d'ailleurs à découvrir les rapports de l'Académie de pharmacie de décembre 2008 et de 2019 qui sont incroyables, qui expliquent que nous avons des résidus de médicaments dans l'eau, résidus de cytotoxiques, d'oestrogènes, d'antiépileptiques que nous buvons tous les jours. La Suisse a mis en place dans les stations d'épuration des filtres à xénobiotiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à réduire de manière colossale ces résidus de médicaments. Et la Suède a créé ce qu'on appelle l'indice PBT. PBT, persistance, B, bioaccumulation, T, toxicité. C'est-à-dire que tous les médicaments sont classés de 0 à 9 en fonction du taux de rejet dans les urines de molécules médicamenteuses. Ça fait très exactement 20 ans qu'avec le C2DS, on essaie de porter ce sujet pour que la France adopte et adapte l'indice PBT, ce qui veut dire que lorsque l'on prescrit et délivre un médicament, on peut prendre en considération, bien sûr, l'efficacité du médicament, mais également les impacts environnementaux générés par ces médicaments. Donc, vous voyez, certains pays l'ont fait, nous ne l'avons pas fait. D'autres pays ont réussi à être en autoconsommation énergétique, ce qui fait qu'en France, on n'a pas de travail réalisé sur la transition énergétique du secteur hospitalier. Ça fait partie de nos demandes. C'est-à-dire que la transition énergétique n'est pas en cours, elle n'est pas financée, ce qui veut dire que le monde de la santé ne pourra pas atteindre les objectifs du Grenelle de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans 10 ans. Ça ne se fera pas, on le sait d'ores et déjà, puisqu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'accompagnement sur ces sujets-là. L'Angleterre a résolu le problème, ils se sont engagés, le système anglais a réduit ses émissions de gaz à effet de serre, je crois déjà de 25%, parce qu'ils ont créé un fonds pour la rénovation énergétique du secteur, ce que nous demandons depuis très exactement 10 ans aux différents ministres qui sont passés dans notre pays. Donc, vous voyez, chaque pays a réussi à mettre en œuvre une action forte, phare, mais aucun pays au monde n'a réussi à mettre une politique extrêmement globale comme nous avons, je l'insiste, la chance d'avoir. Elle n'est juste pas appliquée, pas financée, pas structurée, pas pilotée. Mais cette politique existe. Et il ne suffirait franchement de pas grand-chose pour que demain, on arrive à véritablement coordonner. Je vais vous donner un autre exemple. En France, on a en fait, je pense que dans la santé, il y a trop de moyens. Ça va vous choquer, il y a trop d'argent. Parce qu'il y a tellement d'agences, il y a tellement de plans, et qu'il n'y a aucune coordination entre ces plans. Plan santé au travail, plan régional santé au travail. Y a-t-il une coordination avec le plan national santé-environnement? Aucune. Le plan national de réduction des médicaments, pas de connexion avec le PNSE. La déclaration d'Ostrava il y a 2 ans, extraordinaire. Tous les ministres de la Santé et de l'Environnement se sont réunis, ont pris des engagements incroyables. Pas de connexion avec le plan national santé-environnement. Le plan climat, le plan d'adaptation au changement climatique, aucune connexion entre tous ces programmes-là. Les hauts fonctionnaires au développement durable des ministères qui ont été mis en place il y a à peu près une dizaine d'années n'ont aucun moyen, ils sont invisibles. Entendez le haut fonctionnaire au ministère de la Santé, très engagé. Hélas, aucun moyen. Donc, encore une fois, trop d'interlocuteurs, trop de plans. Il faut un guichet unique sur ces sujets-là. Mutualisons et créons une entité unique qui puisse piloter la santé environnementale dans notre pays. Haute autorité de santé. Dans la haute autorité de santé, jusqu'à présent, il y avait des critères optionnels sur le développement durable. Optionnels. Comment est-ce possible que ce soit optionnel alors qu'on a en face des lois, des règles qui, la plupart du temps, ne sont pas appliquées? Donc, mettons de la coordination, mettons de la structure, mettons des pilotes, mettons des experts aux commandes de ces sujets-là, et la France sera le pays le plus engagé et le plus exemplaire. C'est tout à fait accessible. Merci. Ouais, merci. Je rebondis pour dire à Monsieur Thomas que dans cet esprit-là, avec le comité d'évaluation et de contrôle, et suite effectivement à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance du sujet, je suis avec Monsieur Joël Nicot, porteur de cette mission justement de pilotage et de gouvernance de la politique de prévention en France. Voilà, donc je pense que, et c'est tout l'intérêt aussi que j'ai pour ces travaux de cette commission d'enquête, pour qu'il y ait une vraie réflexion de fond
et comme vous le dites, un gain absolument nécessaire en matière de ces politiques de prévention. Une autre question de mes collègues en ligne. Je vois que sont branchés Bénédicte Pétel, Nathalie Sarle. Auriez-vous des questions à poser à notre invité? J'ai une question. Vous avez parlé. Enfin, moi, j'aime bien. Est-ce que vous pouvez vous identifier parce qu'on ne voit pas votre... Bonjour, Monsieur Thomas. Je suis Bénédicte Pétel. Je suis députée d'Asnières-Colombe, pardon. Et je suis toujours intéressée. Vous avez parlé, je crois, de départements comme le département PACA, non, la région PACA, pardon, en disant qu'il y a des régions où ça marche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. J'ai cité trois régions et 3 ARS, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Pourquoi ça marche? Pour une seule raison. Parce qu'il y a un engagement du directeur de l'ARS sur ces sujets-là, qui a désigné des collaborateurs en charge du sujet et qui ont mis en place des budgets pour accompagner les établissements. Donc, une volonté stratégique à la tête du système, des collaborateurs désignés et des budgets en face pour financer les actions. Et ce qui manque, encore une fois, c'est l'absence de mutualisation de ces bonnes pratiques. J'ai fait une proposition cet été au ministère de la Santé, au ministère de l'Environnement, au directeur de la DGOS, enfin, à tous les acteurs en place, sur un sujet majeur sur les achats responsables. Vous voyez, le système hospitalier, je crois qu'on est à près de 17 milliards d'euros de dépenses par an, de consommables, de médicaments, de mobilier, de rénovation, etc. Et moi, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de politique d'achat responsable dans ce pays. Alors, on a créé 130 GHT, groupements hospitaliers de territoire, il y a maintenant 3-4 ans, chargés de cela. Sauf qu'il n'y a même pas d'outil de mutualisation au niveau de ces achats. C'est-à-dire que nous, quand on nous demande de travailler, et c'est ce que nous avons fait sur l'analyse des cosmétiques distribués dans les maternités de la région PACA, nous l'avons fait, nous avons identifié tous les cosmétiques qui étaient distribués contenant des perturbateurs endocriniens dans les crèches et les maternités de PACA, de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons donc incité les établissements à supprimer ces produits. Eh bien, vous voyez, ce travail-là, on ne peut même pas le mutualiser avec les autres régions. Donc, j'ai écrit, comme je vous l'ai dit, je vous ai amené tous ces courriers au ministère de la Santé pour dire, mais nous avons fait un outil pour mutualiser tout ça. On veut le mettre à votre disposition pour que, justement, on ne soit pas dans une dynamique de chiffre d'affaires et de facturation de travail qui aurait été fait dans une région pour le faire dans une autre. Non, pour le donner. On n'a même pas de réponse. C'est quand même incroyable que, sur le terrain, on puisse proposer de résoudre des problèmes. On ne devrait pas exister, puisque c'est l'État qui devrait faire ça. Analyser les cosmétiques qui sont distribués dans des maternités ou des crèches qui contiennent des nanoparticules ou des perturbateurs endocriniens, si nous existons, c'est par l'absence de pilotage et de travail de l'État sur ces sujets-là. Et lorsque l'on propose de mettre à disposition ce travail-là, on n'a ni réponse ni interlocuteur. Donc, des actions exemplaires, en effet, dans ces régions, il y en a plein. Je peux vous envoyer des résumés de tout cela, parce que plus on va diffuser les bonnes pratiques, plus on va résoudre les problèmes en réalité. Récemment, on vient de nous demander de travailler sur la définition de critères de choix de couches pour les maternités, éco-conçues, biosourcées, sans produits dérivés de pétrole. Donc, on a fabriqué ces critères pour un GHT. Mais ces critères, maintenant qui sont fabriqués, moi, je veux pas les vendre. C'est là qu'on revient à la logique d'entreprise. Nous, on propose de les donner. Mais encore faudrait-il qu'on ait des interlocuteurs, une plateforme. Donc, nous sommes allés jusqu'à créer cette plateforme. Nous l'avons faite. Elle est à disposition. Sauf qu'on n'a pas d'interlocuteur pour la mettre à disposition. Vous voyez qu'il ne manque pas grand-chose. En réalité, sur le terrain, je peux vous affirmer que tout est fait, tout fonctionne. Il suffit de cartographier ce qui marche bien et il suffit ensuite de mutualiser ces actions exemplaires. C'est tout. Donc, il ne manque pas grand-chose en réalité. Écoutez, merci parce que c'est très intéressant. Encore un exemple, pardon, j'ai perdu un peu le fil. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, nous a mandaté pour travailler avec les maternités pour identifier les risques chimiques, les produits chimiques utilisés dans les établissements, pour réduire ce risque, réduire les effluents liquides, réduire les quantités de stockage, réduire les déchets liés à cela, réduire les composés organiques volatiles de ces produits-là. Tout ce travail est fait dans cette région-là. Parce qu'en fait, en France, on est sur une dynamique où on associe désinfection et chimie.
Mais c'est une erreur. La désinfection n'est pas forcément chimique. Aujourd'hui, interrogez des infectiologues qui vous diront que le balayage avec de la microfibre à eau sur des revêtements de sol a exactement le même résultat que des produits chimiques désinfectants. Le même résultat. Il n'y a pas de différence. Sauf que vous réduisez par 7 les impacts négatifs lorsque vous faites du balayage humide. Mais c'est sûr que ça n'intéresse personne en termes de lobby. Balayer avec de l'eau et de la microfibre, il n'y a pas de lobby derrière, alors que vous avez en face des lobbies de la chimie qui sont extrêmement puissants. Ce travail a été réalisé pour l'ensemble des maternités de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, mettons-le dans une plateforme, animons cela pour faire en sorte que l'ensemble des établissements français puissent bénéficier de ce travail qui est fait, qui existe. OK. Une autre question de mes collègues en ligne? Pas de questions? Non, peut-être moi, ce que je peux… Attendez, je vais mettre c'est Nathalie Sarl qui vous parle là. Hein. Oui, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie monsieur. Sarl. Ouais, donc moi je suis à la commission développement durable aménagement du territoire et j'ai pas mal bossé sur le projet de loi économie circulaire. Et je peux vous confirmer qu'on a eu toutes les peines du monde à travailler avec le ministère de la Santé. Chaque fois qu'on a essayé d'ouvrir des portes, elles se sont refermées. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment regretté. J'avais travaillé notamment sur la délivrance du médicament à l'unité. On avait aussi justement des tas de sujets sur les dasseries. Parce que moi, j'étais infirmière de métier et je sais qu'on jette dans les dasseries des produits qui n'ont pas à atterrir dans les dasseries. Enfin, ce que j'entends de votre part me consterne parce que ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas du tout de… Enfin, c'est une espèce de précaré finalement, cette question de la politique publique de la santé en France. Et on travaille très peu en interministériel du coup. Voilà. Donc, ça va bien dans le sens de ce que vous dites. Un élément de plus que je n'ai pas cité, mais un des problèmes de fond, et pas uniquement sur la santé environnementale, hein, c'est l'absence de politique à long terme, en fait. L'absence de budget pluriannuel. Aujourd'hui, on est dans un monde de la santé qui nécessite des investissements importants avec des répercussions dans une décennie, voire plusieurs décennies. On est capable de financer à 2050 des voyages et des projets aérospatiaux ou des voyages sur Mars. On n'est pas capable aujourd'hui de connaître le tarif d'un hôpital, d'une clinique ou d'un EHPAD pour janvier 2021. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué de piloter et d'investir sur des projets alors qu'on n'a pas de budget pluriannuel. Ça fait partie des grandes difficultés sur le terrain sur ces sujets-là. Parce que sur l'ensemble des thématiques que j'évoque, en fait, il faudrait investir aujourd'hui du temps, de l'expertise, des moyens pour réduire les impacts de demain. Mais si on n'a pas une vision à long terme pluriannuelle, si on n'a pas l'objectif de qu'est-ce qu'on veut en termes de santé publique en 2030, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain. Bien. S'il n'y a plus de questions en ligne, moi, j'en aurais quelques-unes. Oui. Ah oui, pardon, Elisabeth, juste, je passe. Marie Tamarel. Oui, Marie Tamarel, députée de l'Eure. Juste pour rebondir sur vos propos, sur effectivement les perspectives et les vues à moyen ou long terme. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez en dire davantage. Il y a la vraie question de la culture aussi. Comme vous disiez, il y a dans chaque ministère voilà, des hauts fonctionnaires parfois mandatés, mais au fond, qu'en est-il d'une vraie culture partagée? Parce que moi, je fais toujours, bien sûr, le pendant à la prévention, mais qui est complètement, je veux dire, concordante avec ce que vous mettez en avant et vos propos. On s'aperçoit qu'on a souvent le mot à la bouche, mais au fond, ce que ça recouvre et la façon de le promouvoir n'est pas forcément bien connue ni partagée. Donc, je voulais avoir peut-être un peu plus de votre côté d'éléments par rapport à cette réflexion. C'est une question sur la formation et le partage de connaissances. Sur le sujet de la culture, avant de parler formation, parce que je veux insister là-dessus, en fait, je pense que nous ne sommes pas dans le monde de la santé, nous sommes dans le monde de la maladie. Le système tel qu'il existe aujourd'hui, il est basé sur le fait que plus il y a de malades, plus tout le monde gagne de l'argent. Pardon, c'est très direct, mais c'est terrible. Parce qu'en fait, qui a intérêt à agir aujourd'hui sur ces sujets-là? Les lobbies qui sont organisés. Donc, on a un problème de culture qui est qu'on n'est pas sur une culture de la prévention. On n'est pas sur une culture de l'anticipation et de la prévention dès le premier âge. Là, je vois aujourd'hui dans certaines régions de France ou dans certains dom-tom qu'on est à 30% de population diabétique. Où est la culture de l'éducation à la nutrition?
Quand on voit ce que mangent les gamins dans certaines régions, il y a de quoi être très inquiet sur leur état de santé dans les années à venir. Donc, on n'a pas la culture de la prévention, on n'a pas la culture de l'anticipation. Je vous donne un exemple qui date d'il y a 10 ans. On a fait une expérimentation à l'échelle d'une ville, la ville de Béziers. On a réussi avec l'hôpital, l'assurance maladie et la maternité privée à dépister l'amblyopie. J'ai envie de vous parler de ça parce que c'est un vrai sujet. L'amblyopie, c'est la myopie d'un œil chez les nouveau-nés. Elle se détecte à 9 mois, c'est ça toute la difficulté, et non pas lors de la naissance comme le dépistage de la surdité. Eh bien, on a fait à l'échelle de la ville un test, parce qu'on avait lu dans la presse que 14 enfants sur 1000 naissaient dans le monde amblyopes. Et nous sommes tombés sur ce chiffre exactement sur la ville de Béziers. C'est-à-dire que sur 3000 naissances, il y avait à peu près une trentaine de gamins nés amblyopes. Le dépistage de l'amblyopie, ça coûte 30 €. Il n'est pas organisé dans le pays. Ça veut dire qu'à 9 mois, si vous investissez 30 € par naissance, fois 700 000 naissances par an, eh bien, vous dépisterez 14 enfants sur 1000 qui ne seront pas de ce fait toute leur vie avec des problématiques de lunettes, parce qu'un gamin qui n'a pas été dépisté, on le retrouve en CP, il ne sait pas lire, il a des troubles de l'équilibre, donc ça enclenche des quantités de problématiques dans sa vie. Eh bien, à l'époque, quand je suis allé voir, j'avais été reçu par le ministre de la Santé pour présenter ces résultats avec le directeur de la Sécu, le directeur de l'hôpital. On leur avait proposé de rendre systématique ce dépistage de l'amblyopie à 9 mois. Réponse, qu'est-ce que ça nous rapporte à court terme pour les présidentielles? Pardon, j'ai prêté serment, hein, donc je suis capable d'insister là-dessus. C'est la réponse qu'on nous a faite à l'époque. On est 10 ans après, le dépistage de l'amblyopie n'existe toujours pas. Et chaque année, on est à 14 enfants sur 1000 qui naissent amblyopes dans le pays et qui auront des lunettes toute leur vie. Pourquoi nous n'avons pas cette culture? Je ne peux pas vous y répondre. C'est pas dans la politique de santé française. Alors, je vais maintenant glisser sur la formation et la sensibilisation. Les professionnels de santé ne sont pas formés à la santé environnementale, ne sont pas formés à tous ces sujets de la RSE et du développement durable, ni de manière initiale, ni de manière continue. Et ça ne fait pas 2 jours qu'on en parle, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle, et que là non plus, nous n'avons pas d'interlocuteurs, quels que soient les partis politiques au pouvoir. Donc ces sujets-là ne sont pas au programme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une femme enceinte, une jeune maman, si elle veut avoir des informations sur ce qu'elle peut manger, boire, mettre sur sa peau, comment alimenter son nouveau-né, quelle est sa solution? Ce n'est pas son gynéco, son pédiatre, sa sage-femme. Non, c'est Google, c'est Yuka. Certains pharmaciens me répondent, quand on fait des audits ou des accompagnements, à la question « Est-ce que vous êtes formé pour vendre des produits sans perturbateurs endocriniens ?» Oui, on a téléchargé Yuka pour nos collaborateurs. C'est ça la réponse en France aujourd'hui. Sachant qu'on ne sait pas qui est derrière, et ce n'est pas cohérent parce que des applications comme celle-là ou d'autres ne prennent pas en considération la nature du contenant et du contenu, parce que comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure en préambule, on a des problèmes à cause des contenants dans notre pays. C'est pour ça qu'on retrouve dans des laits infantiles des nanoparticules, des phtalates et des benzènes parce qu'ils sont contenus dans les contenants. Tout ça n'est pas pris en considération. Donc on a un problème de formation qui est majeur parce que aujourd'hui, une maman ne peut pas… Alors je parle des mamans, mais on pourrait parler de tous les autres sujets de la santé environnementale. Si les professionnels de santé ne sont pas formés là-dessus, on ne peut surtout pas leur en vouloir, sauf qu'on n'arrivera pas à avancer sur ces sujets-là. Donc certains établissements ont décidé de mettre en place des plans de formation, mais c'est gérant dépendant. C'est lié à la volonté d'un homme ou d'une femme qui a la conscience de cela, mais qui n'a pas en plus forcément les budgets pour le faire. Donc chacun fait comme il peut, et ça c'est dommage. Donc encore une fois, au risque de me répéter, il suffirait que ces actions soient en France structurées et pilotées pour que les résultats soient très rapides. Ok. Une question de mes collègues où je peux glisser une des miennes. Alors, moi, j'avais une question sur… je reviens au problème de pilotage, puisqu'en fait, c'est le problème essentiel que vous soulignez, un problème en définitive à la fois de gouvernance nationale et de gouvernance régionale, si je vous entends bien. Oui. Au niveau national, on ne sait pas qui est le pilote dans l'avion. Quand vous tentez d'avoir des interlocuteurs, vous n'avez pas de réponse. Il me semble me souvenir pour autant que la Haute Autorité en Santé, la HAS, dans sa version 2010, si j'ai bonne mémoire, avait pour la première fois parlé de développement durable. On ne parlait pas de santé environnementale encore à l'époque, mais au moins de développement durable dans les établissements de santé. Et il y avait eu panique à bord parce que les directeurs d'établissement ne savaient même pas ce que c'était que le développement durable, ou du moins étaient plutôt réticents parce qu'ils craignaient des surcoûts.
à votre avis, enfin, qu'est-ce qui est devenu, que sont devenues ces directives de l'HAS? Est-ce que dans les guides d'accréditation, il a encore fait mention de démarches de développement durable? Est-ce qu'on y a rajouté des démarches de santé environnementale? Et quelle est votre perception du rôle possible de l'HAS comme éventuel pilote ou interlocuteur? Ou est-ce, à votre avis, un mauvais interlocuteur et il faudrait s'organiser autrement? Et dernière question, est-ce que vous avez connaissance de l'existence du GSE, du groupe Santé-Environnement, qui est un groupe interministériel et dont la tâche est justement, à travers des groupes de réflexion, de faire avancer le contenu des plans nationaux santé environnementale? Alors, je vais répondre au dernier point. Je n'ai pas connaissance du GSE. Pourtant, c'est un groupe où il y a des parties prenantes, où sont invités des représentants des entreprises, du monde de l'économie, des agences, des chercheurs. Et vous, alors, quelle est votre connaissance du processus de fabrication des PNSE? Qu'est-ce que vous savez de la manière d'où sortent les PNSE? Alors, la connaissance théorique des PNSE, c'est qu'ils doivent être fabriqués avec des parties prenantes. Et les PRSE doivent être fabriqués également avec des établissements de santé. Eh bien, j'ai fait un test qui a duré 10 ans. Dès lors que je fais une conférence, une formation dans toutes les villes où je passe en France, je pose systématiquement la question, face à des interlocuteurs très engagés sur la RSE et la santé environnementale, avez-vous déjà participé à la déclinaison régionale de votre PRSE? Eh bien, je n'ai jamais rencontré en 10 ans une seule personne qui ait été sollicitée. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas en réalité qui fait quoi sur ces sujets-là, parce que c'est totalement opaque. Pour revenir à la HAS, à mon avis, c'est un point clé, la HAS. La Haute Autorité de Santé, c'est ce qui a permis, dans notre pays, de structurer les démarches qualité dans le monde de la santé. Donc, il y a eu plusieurs étapes, puisqu'au départ, c'était l'ANDEM, avec le professeur Matillon. Ensuite, l'ANDEM s'était transformé en ANAS, qui s'est ensuite transformé en Haute Autorité de Santé. Donc, il y avait, dans la V 2014, 45 items sur le développement durable. 45 items sur le développement durable. 2014. Oui. 45 items, mais avec 2 problèmes de fond. Et si on règle les 2 problèmes de fond que je vous évoque, oui, la HAS est un acteur majeur clé pour la suite, sinon non. Donc, les 2 problèmes de fond, ces 45 items étaient optionnels. Donc, ça veut dire que là, tout tire vers le bas. Pourquoi? Parce que les établissements les plus engagés en France, qui font des choses extraordinaires sur ces sujets-là, lorsqu'ils ont la visite de certification, ils ne sont pas audités sur ces points-là. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de mise en lumière des acteurs les plus vertueux. Et de ce fait, ceux qui ne font rien ne sont pas non plus sanctionnés, puisque de toute façon, ils ne seront pas interrogés sur le sujet. Donc en réalité, on soutient les moins vertueux du système grâce à ce système qui est mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et nous nous en étions ouverts auprès de l'HAS à l'époque, les visiteurs experts ne sont pas formés sur les items de la RSE. C'est-à-dire que vous pouvez être auditionné par des visiteurs experts qui en savent moins que vous sur les sujets. Donc, ça ne marche pas. Donc, les 2 conditions pour que demain cela fonctionne, les critères RSE, santé environnementale de la Haute Autorité de Santé de la V 2020 à sortir, puisqu'elle n'est pas sortie encore, elle a presque 1 an de retard, les critères à venir doivent être obligatoires et pas optionnels. La RSE et la santé environnementale, ce n'est pas une option. Ça ne peut pas être une option. Et deuxième élément, il faut que les visiteurs experts aient un cursus de formation, des modules sous forme de MOOC ou sous forme de ce qu'on veut dans la période actuelle, pour que ces gens soient parfaitement efficaces, qu'ils comprennent les enjeux. Nous manquons de pédagogie sur ces sujets-là. Si demain nous résolvons ces 2 points-là, la HAS sera un des points clés de l'avancée et de l'évolution de la santé environnementale et de la RSE dans les entreprises françaises. Pardon, j'ai dit entreprise parce que pour moi, là aujourd'hui on parle du monde de la santé, mais les sujets RSE et santé environnementale concernent tous les secteurs, toutes les collectivités, toutes les organisations. Aujourd'hui s'ouvrent à nous des acteurs incroyables, des offices du tourisme s'adressent à nous pour leur donner des protocoles que nous mettons en œuvre dans la santé, des théâtres, des opéras. Là, vous avez aujourd'hui le monde du tourisme et le monde de l'événementiel qui s'ouvre à l'éco-conception des décors, qui s'ouvre à réduire les risques chimiques dans les lieux recevant du public, l'hôtellerie, la restauration.
tous les secteurs sont en train de s'ouvrir à ces sujets-là. Donc, la thématique de la santé environnementale aujourd'hui, c'est une thématique qui est centrale pour l'ensemble des organisations. Et on voit bien avec le Covid que sécurité sanitaire et sécurité environnementale vont de pair dans tout type d'organisation. Quand je vois que dans certaines villes, on a nettoyé le sable à l'eau oxygénée, quand je vois que dans certaines villes, on a pulvérisé des biocides dans les classes alors qu'elles étaient inoccupées depuis 3 mois, au-delà de l'inutilité de l'action, des dépenses que ça génère et des impacts sur l'environnement, c'est juste un délit pénal. Donc, je crois qu'il est temps de remettre du bon sens sur ces sujets-là. Et la Haute Autorité de Santé peut avoir un impact bien au-delà des frontières du monde de la santé, avec des préconisations qui peuvent s'appliquer à tous les secteurs de l'économie aujourd'hui. Très bien. Donc, on a identifié une piste de portage de la gouvernance au niveau national dans le secteur des établissements de santé. On est bien d'accord, hein. Là, on parle vraiment du secteur de la santé. Vous parlez de mutualisation des bonnes pratiques. J'ai connaissance, pour ne pas y avoir été étrangère, de la mise en ligne, mais à l'attention des élus locaux, d'une boîte à outils pour les élus qui souhaitent se lancer dans des démarches de transition écologique. Et il y a dans les volets de cette boîte à outils tout un chapitre sur la santé environnementale. Alors, c'est relativement récent, ça date de 6 mois. Ça a été porté par le GSE, Groupe Santé Environnement, qui est donc cette instance informelle et fort méconnue. Vous venez de nous en donner la confirmation, et qui pourtant participe très activement à la construction du contenu des PNSE, puisque ce sont les groupes de travail. Il y a 4 à 5 groupes de travail thématiques qui font des propositions au ministère. Et à partir de ces propositions sont construits les plans nationaux santé-environnement. Donc, rôle du GSE. Dans un premier temps, nous avons ciblé sur les élus locaux, mais j'entends avec beaucoup d'intérêt qu'il existe une plateforme, que donc on n'aurait pas à refaire ce travail-là. Il suffirait simplement de faire une proposition au ministère concerné, en l'occurrence le ministère de la Santé. Parce que la plateforme dont je vous parle, la boîte à outils, elle a été portée par le ministère de la Transition écologique. Voilà. Bon, bien sûr, avec une coordination sur ce volet typiquement sanitaire qui était justement la santé environnementale, mais c'est quand même le ministère de la Transition écologique qui avait porté cette plateforme. Mais pourquoi ne pas, effectivement, ce serait peut-être une des pistes, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement et qui peut-être d'ailleurs peut être porté par le GSE. Donc ça, c'était une information que je voulais partager avec vous et puis qui est une information plutôt positive puisqu'on a réussi à le faire pour les élus locaux. Pourquoi on ne pourrait pas le faire d'une façon élargie? Pourquoi on ne le ferait pas à l'échelle des établissements de santé? Si vous permettez, s'il n'y a pas de questions de la part de mes collègues. Oui. Est-ce que tu peux nous redonner? Je reprendrai la parole après. Alors, qui veut prendre la parole? Oui, non, moi c'était juste, tu peux redonner le nom de cette plateforme parce que j'ai pas, dont tu parles au ministère de l'écologie pour les élus. Tu nous as parlé d'une. Écoute, je ne sais pas quel est le terme exact. Je crois que c'est boîte à outils. Il suffit simplement d'aller sur le site du ministère de la Transition écologique, boîte à outils à destination des élus locaux, transition et énergétique. D'accord. Transition écologique. Et là-dedans, tu as le volet. Pardon? Non, vas-y, Elisabeth, finis. C'est juste, j'ai une courte question, mais vas-y. Oui, voilà. Donc, je répondais à Bénédicte. Okay. Donc, il suffit d'aller. Tu sais, en fait, comme le disait notre invité du jour, il y a quand même des choses qui se font, mais d'une façon assez désordonnée. Donc là, j'en veux pour preuve la création de cette boîte à outils pour les élus locaux, mais il y a également le site Agir pour bébé de Santé publique France, qui est très bien fait, pour lequel, en fait, le ministère de la Santé n'a pas encore développé une politique de communication intensive. Donc, je me retrouve souvent face à des élus locaux auxquels je vends le grand intérêt de ce site, Agir pour bébé, qui permet en fait de donner quelques indications extrêmement pratiques aux futurs parents qui souhaitent mettre à l'abri, protéger leur futur bébé. Donc, ça aussi, ça existe. Donc, il y a ces 2 sites qui viennent de sortir il y a très peu de temps.
à l'initiative justement du GSE. Donc, il y a quand même des choses qui bougent, mais ça part un peu dans tous les sens. Effectivement, ça mériterait d'être un petit peu, enfin, un petit peu beaucoup, revu en termes de gouvernance. Alors, Marie, à toi, ta question. Marie Tamarel. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, juste une question de votre point de vue par rapport à vos travaux. Quelles sont pour vous les 2 urgences en santé environnementale sur lesquelles voilà, il faudrait, voilà, il fallait prioriser, même si on veut tout embrasser, mais les 2 priorités pour vous, quelles sont-elles? Merci. Je vais avoir énormément de mal à vous donner juste 2 priorités. Je vais essayer, mais c'est un exercice extrêmement compliqué. Alors, la première, à mon sens, c'est véritablement de faire un travail sur la suppression de l'exposition aux perturbateurs endocriniens de nos gamins dans le monde de la santé, et pas que dans le monde de la santé, puisqu'on va l'élargir aux écoles, aux crèches, aux maternelles, etc. Et les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, on est en contact de 4 manières, c'est-à-dire dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on met sur la peau et dans ce que l'on respire. Donc, au travers de ce que je viens de vous dire, ça veut dire qu'il faut parler qualité d'air intérieur, matériaux de construction, qualité sanitaire des matériaux de construction, la problématique des cosmétiques, comme je vous l'ai évoqué, qui est extrêmement large, puisque aujourd'hui, on peut retrouver allez, je vais citer les cosmétiques spécifiques pour les mamelons des mamans qui allaitent. Pour nous, c'est à la limite du complément alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces produits-là, qu'un enfant ingère quasiment 8 fois par jour, vous retrouvez des allergènes, des perturbateurs endocriniens, vous retrouvez de tout. Je vous ai amené également des documents très intéressants sur des cosmétiques pour fillettes. Aucune autorisation de mise sur le marché sur ces produits-là. Vous avez aujourd'hui des gels intimes, des lingettes intimes pour gamines à partir de 2 ans, des déodorants pour garçonnets. Je vous ai amené tout ça. On en a fait l'analyse, on a décortiqué les compositions. Il faut des autorisations de mise sur le marché sur ces produits. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse mettre sur les muqueuses d'un gamin des marques, comme je vous le montre là, avec 6, 7, 8, 9, 10 produits suspectés de toxicité. Le ministère a ça depuis, le ministère de la Santé a ça, bien sûr. Je vous ai amené tous les courriers qu'on a adressés au ministère sur tous ces sujets-là. Donc, l'impact des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation des enfants. Comment se fait-il que le plastique à usage unique soit interdit pour l'alimentation adulte en restauration collective depuis la loi Egalim? Comment se fait-il que les biberons des maternités à usage unique soient tous en plastique? L'année dernière, 9 millions de nourettes, de collerettes et de tétines ont été jetés. Alors qu'il y a quelques années, ces biberons jetables étaient en verre avec des circuits de revalorisation. Les industriels se sont entendus pour passer à du plastique. Plastique contenant des perturbateurs endocriniens, et on a les éléments de preuve qui migrent dans les laits infantiles. Nous avons adressé ces éléments de preuve au ministère de la Santé et au ministère de l'Environnement il y a déjà 2 ans. Nous les avons également adressés à la DGCCRF. Je vous ai amené tous ces éléments. Perturbateurs endocriniens que nous respirons à cause des matériaux de construction ou de rénovation qui émettent des composés organiques volatiles. Pourquoi les faux plafonds français émettent du formaldéhyde? Je pose la question, pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autorisation de mise sur le marché aussi sur des produits qui composent nos crèches, nos écoles, nos maternités? Donc, à mon avis, une des priorités numéro 1, c'est véritablement réduire l'exposition des Français aux perturbateurs endocriniens, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont identifiés. Et les règles maintenant sont connues, c'est-à-dire que ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est la récurrence dans le temps de doses infinitésimales. Ce qui veut dire que tous les textes ou tous les industriels qui vous disent « mais je respecte les seuils de ces perturbateurs endocriniens », j'ai des dizaines de courriers comme ça qui m'expliquent « mais on respecte les seuils ». Le plus incroyable, c'est le centre de transfusion sanguine. Les poches de recueil de produits sanguins en France contiennent des phtalates. Donc, ça pose 2 problèmes. Celui qui reçoit le sang, alors il est clair qu'il n'y a pas photo. Recevoir le sang, si on prend un peu de phtalate et que c'est ce qui va vous sauver la vie, il n'y a pas photo. Ce qui me gêne un peu plus, c'est pour les donneurs de plasma. Je suis donneur de sang et on m'a proposé de donner du plasma. J'ai dit oui, sous réserve que les poches ne soient pas à base de phtalate. Et le centre de transfusion sanguine, je vous ai amené les courriers. Nous répondent si, à chaque fois que vous donnez du sang et qu'on vous réinjecte vos globules, eh bien, vous prenez une dose de phtalate. Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible? Et c'est connu, c'est su. J'ai été reçu par la direction de l'établissement français du sang qui me dit on n'a pas le choix, les industriels n'ont pas de poche sans phtalate. Mais où est la R&D? Où est la recherche et développement sur ces sujets-là dans le pays? C'est ça qu'il faut booster avec le plan de relance. Donc, priorité numéro 1, je pense que c'est celle-ci.
Priorité numéro 2, j'ai beaucoup de mal à vous répondre. Peut-être la réduction des résidus de médicaments dans l'eau, l'application de l'indice PBT, encore une fois, persistance, bioaccumulation, toxicité, pour prescrire les médicaments les moins polluants pour la santé humaine et l'environnement, et des sensibilisations, des formations. Je vous donne un autre exemple sur la chimiothérapie. La chimiothérapie est interdite en ambulatoire en médecine vétérinaire depuis 2008. C'est un décret. Alors qu'en France, la chimiothérapie, on est en train de la développer à 80% en ambulatoire, bientôt à domicile. Il n'y a plus de chimiothérapie hospitalisée. Alors avant, quand les patients étaient hospitalisés, on pouvait traiter les excrétas, parce que les excrétas des gens qui ont eu une chimiothérapie contiennent des cytotoxiques qui sont extrêmement dangereux pour la santé humaine. C'est pour ça que c'est interdit en ambulatoire dans le monde vétérinaire. Interdit. Alors qu'en France, on ne développe que de l'ambulatoire. Ça voudrait dire, en théorie, qu'il faudrait récupérer les excrétas à domicile, comme on récupère maintenant les DASRI à domicile, ce qui n'était pas fait il y a 15 ans. Donc la chimiothérapie, il faudrait même conseiller les aidants de se protéger pendant 48 heures, parce que tous les excrétas, la sueur, les postillons, sont dangereux pour les aidants. Donc là, il y a un vrai chantier, encore une fois, de l'impact des médicaments sur la santé humaine. Et puis, dernier point, je ne sais pas si vous savez qu'il n'existe pas de circuit de traitement des médicaments périmés pour les hôpitaux dans le pays. Il existe un éco-organisme qui s'appelle Cyclamed, dont le seul objet est de récupérer les médicaments périmés des ménages. Il suffirait de changer l'objet pour dire des ménages et des établissements de santé. Résultat des courses, les établissements de santé français n'ont pas de filière. Donc les médicaments périmés, on ne sait pas où ils vont. Donc la plupart du temps, ils vont dans les DASRI. Mais pourquoi alors que Cyclamed existe, alors que Cyclamed est financé, il faut étendre ces filières-là. Donc l'impact du médicament sur l'environnement, sur l'eau, à mon avis, fait partie des priorités. Je vous en donne une troisième sur la problématique des nanoparticules notamment de dioxyde de titane. Dieu merci, on a la chance d'être dans un pays où ça a été interdit en France depuis janvier 2020 dans l'alimentation. Ça, c'est une très grande avancée. En revanche, nous retrouvons des nanoparticules de dioxyde de titane dans les cosmétiques, dans les médicaments, dans les matériaux de construction. Ça n'a pas de sens. Pourquoi prescrire à une maman un médicament avec du dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire alors qu'on sait que c'est toxique et que c'est dangereux? Donc, je pense que la problématique nanoparticules est aussi une urgence parce qu'on en met partout. Là, je vois aujourd'hui des matériaux de construction avec des allégations mensongères du type revêtement de sol auto-nettoyant parce que, soi-disant, il y a un effet photocatalytique entre les UV et le dioxyde de titane qui tuerait les germes. Montrez-moi où les UV ici tapent sur le revêtement de sol, juste nulle part. Donc il y a des allégations mensongères qui sont utilisées par des industriels. Et encore une fois, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché de ces matériaux de construction qui pouvaient être toxiques au moment de l'utilisation, de la pose, de la fabrication et de l'enlèvement dans quelques années, parce que ces déchets sont considérés comme des déchets amiantés. Voilà les trois, j'ai envie de dire, les trois urgences. Et je rajouterai deux idées sur l'éco-conditionnalité des financements. Ça avait été impulsé dans le cadre du plan Hôpital 2007, je crois, il y a donc quand même quelques années, où l'allocation de 10 milliards d'euros pour la rénovation hospitalière était conditionnée au fait que les établissements suivent le label, la norme à haute qualité environnementale. Aujourd'hui, cette éco-conditionnalité des financements, des subventions, n'existe pas. Pourquoi ne pas privilégier aujourd'hui les établissements qui sont engagés dans une dynamique à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale pour justement donner envie d'agir? Je pense que c'est un point clé. Autre idée, il existe, et c'est très bien, les IFAC, c'est-à-dire le financement des établissements à la qualité. C'était une demande que nous faisions depuis très longtemps. Donc maintenant, les établissements engagés dans des démarches qualité sont reconnus. Il y a 7 chapitres, 7 thématiques. Nous proposons de créer un 8e thème, justement, sur la RSE et la santé environnementale, pour que les établissements, les organisations les plus engagées soient également financés et soutenus financièrement sur le sujet. Merci. Merci pour cette très longue et extrêmement intéressante liste de propositions. Je donne la parole à mes collègues. Est-ce que Lauriane Roussy, qui est venue nous rejoindre et qui est une grande spécialiste des problématiques de perturbateurs endocriniens et de lutte contre les plastiques, voudrait intervenir éventuellement?
Bonjour, merci Madame la Présidente, chère Elisabeth. Bonjour messieurs, merci de cette intervention extrêmement riche et extrêmement préoccupante aussi. Je rejoins beaucoup de vos questions que nous avions d'ailleurs posées dans le cadre du rapport de la mission d'information parlementaire sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Et nous soulevions nous aussi les points que vous venez d'évoquer et nous avons formulé de nombreuses recommandations. Bon, pour certaines d'entre elles entendues, pour d'autres c'est plus compliqué, donc le travail doit continuer. J'ai pas véritablement de questions à ce stade-là, parce que je crois que le propos était très complet et je le redis, mais le rapport que nous avons rendu était complet aussi. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, en tout cas avec ma casquette de parlementaire et au regard de ce que nous avons pu défendre comme proposition, aussi bien dans le rapport que dans le cadre de la loi Egalim, c'est d'une part effectivement le sujet de la transparence, premièrement, autour des composants et des substances utilisées dans différents produits. Et là, on se heurte aussi à une difficulté au niveau européen. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard d'ailleurs dans le cadre de cette audition. Peut-être que vous l'avez abordé, ce volet-là, le volet européen, mais il est crucial. Nous avons actuellement une révision du règlement REACH qui est l'opportunité, je crois, d'avancer aussi sur cette transparence et sur l'interdiction pure et simple de certaines substances. Il faut que nous soyons, nous, parlementaires, mobilisés sur ce sujet-là. L'information du consommateur, évidemment, nous sommes nombreux à militer pour… alors, l'ANSES évoquait un toxiscore, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut retenir parce qu'il est très anxiogène, mais en tout cas un indicateur au même titre que le Nutri-Score qui permettrait au consommateur de savoir que le produit qu'il achète, et en tout cas son contenant comme son contenu, peuvent présenter un danger pour la santé au regard des substances utilisées. Ça fait partie aussi des recommandations que nous portons. Et puis, vous avez évoqué un sujet, moi, qui m'est cher aussi, c'est ces bâtiments publics, notamment les crèches, les écoles, les hôpitaux, qui effectivement utilisent quotidiennement, aussi bien dans leur construction que dans leur mode de fonctionnement, mais aussi dans les produits délivrés aux usagers et aux patients, des substances très inquiétantes. Donc là aussi, je crois que l'exemplarité commence par la puissance publique. Il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Voilà. Mais en tout cas, sur le sujet européen, je serais curieuse de vous entendre. Voilà, je vous remercie. Jean, Vous pouvez nous hélas, éclairer, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas compétent sur le sujet européen. On a déjà tellement de préoccupations en France que… Alors, je sais que c'est une piste et une solution, mais j'ai peur de ne pas avoir assez d'informations sur le sujet. Donc, je vais, hélas, un peu zapper le sujet. Moi, ce qui me fait peur avec tout ce qui est européen, c'est… Pardon ? C'est je veux dire, ce sont les délais pour arriver à mettre les choses en place. Voilà. Je pense que REACH, en effet, comme vous l'avez dit, il faut arriver à interdire des substances et non pas déterminer des seuils. À chaque fois que je vois des données relatives au seuil, je vais vous prendre un exemple. Allez, je vais vous prendre l'exemple de la taurine. Je reviens sur les laits infantiles. C'est quand même assez incroyable de voir que on a une ministre il y a quelques années qui nous explique que la taurine est dangereuse pour les adolescents, qu'il faut la supprimer des boissons énergisantes. Et en parallèle, on voit qu'on ajoute de la taurine de synthèse dans tous les laits infantiles. Dans tous les laits infantiles. Alors, j'ai des courriers du ministère qui me répond oui, c'est normal, puisque dans le lait de la maman, il y a de la taurine. Mais je pense qu'il y a quand même une grande différence entre la taurine fabriquée par une maman et de la taurine de synthèse fabriquée en Chine ou en Inde. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Mais tout le monde s'entend à faire la même réponse. C'est-à-dire que les lobbies du lait et le ministère m'ont fait la même réponse, c'est la même phrase. C'est quand même étonnant. Donc, la logique des seuils, si vous voulez, n'est pas cohérente. Si vous avez des laits, et je vous ai amené ces éléments de preuve qui contiennent des phtalates et des benzènes ou des nanoparticules de dioxyde de titane, eh bien, il faut le marquer. Quand on est sur une barre chocolatée, on voit qu'il y a des traces de produits à coque. Eh bien, on doit marquer, attention, traces de perturbateurs endocriniens, de phtalates et de benzène. Donc, il faut une transparence absolue sur la composition des produits que nous consommons. Pourquoi les couches n'ont-elles pas l'obligation d'afficher la composition des produits? Pourquoi les parfums n'ont pas l'obligation? Récemment, j'ai vu des parfums, encore une fois, pour enfants et pour fillettes. Les parfums contiennent des phtalates et du DHP notamment. Donc, en effet, si l'Europe peut nous aider, c'est dans l'esprit d'une suppression, d'une interdiction d'utilisation de produits et non pas des seuils, puisque les seuils, on est au cœur de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, encore une fois, doses récurrentes infinitésimales. C'est-à-dire que même si tous les industriels sont de bonne foi en respectant les seuils, à la fin de votre journée, si vous accumulez ce que vous avez bu, mangé
respiré et mis sur votre peau, respectant des seuils, eh bien, on est là sur un effet cocktail et sur une multi-exposition qui n'en finit pas. On a écrit un document que je laisserai à votre présidente, que bien sûr nous vous adresserons en format numérique. On a décliné les ODD de l'ONU, les objectifs de développement durable de l'ONU pour le secteur de la santé. On a essayé de faire quelque chose de très synthétique avec donc 17 propositions, 17 ODD. Si nous appliquions ces ODD dans le pays, je pense que nous serions un exemple pour toute l'Europe, avec des choses très simples à mettre en œuvre et très synthétiques, puisqu'encore une fois, arriver à juste 17 propositions, ça a été un chantier un petit peu difficile. Donc, je vous laisserai ce document. Et il y a notamment, bien sûr, tout ce que je vous ai évoqué aujourd'hui, en passant par la formation des acteurs, l'interdiction de certaines substances. Un sujet que je n'ai pas abordé, j'hésitais à l'aborder, mais je vais le faire quand même. Je voudrais attirer votre attention sur un problème qu'on va avoir à résoudre dans les mois qui viennent, le problème de la vaccination lié au Covid. On ne peut pas être contre la vaccination. C'est un devoir républicain que de promouvoir la vaccination. Mais on va être confronté dans les mois qui viennent à des débats entre les pour et les contre. J'ai envie d'attirer votre attention et de porter à votre connaissance qu'il existe peut-être une troisième voie. C'est une voie qui existe en médecine animale, c'est une voie qui a été testée sur des volontaires en hôpitaux parisiens. C'est ce qu'on appelle la sérologie vaccinale, c'est-à-dire de faire sur la base d'une prise de sang la mesure d'anticorps et de vacciner les gens s'ils n'ont pas d'anticorps. C'est une vaccination personnalisée et non pas une vaccination de masse. Bien évidemment, quand j'affirme ça, vous imaginez bien les lobbies qu'il y a en face de nous, puisque les vaccins sont quand même une belle rente pour les laboratoires. Si nous imaginions cette troisième voie, le moment venu, eh bien, je pense que ça pourrait peut-être apaiser les débats, parce que la gronde commence. Nous le savons d'ores et déjà qu'il va falloir l'affronter. Donc, je soumets à votre connaissance cette troisième voie possible. Donc, je ne suis pas médecin, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Je connais des médecins qui ont travaillé là-dessus, puisqu'un test a été fait dans un hôpital parisien où 100 collaborateurs ont accepté de faire cette sérologie sur eux-mêmes. Collaborateurs qui devaient se faire des rappels, eh bien, sur 100 collaborateurs, 73% avaient encore des anticorps. Donc, vous pouvez décaler la date des rappels. Ça veut dire moins de déchets, moins de dépenses, parce que la sérologie coûte moins cher que le vaccin. Voilà, je vous soumets cette piste-là, parce que je sais que dans quelques mois, nous aurons peut-être à traiter cela. Merci pour toutes ces pistes de réflexion et de causes à défendre. Je voulais revenir sur le problème de la gouvernance. Donc, vous nous avez dit à plusieurs reprises que le PNSE, c'était très bien, mais qu'il n'y avait pas de pilotage, qu'il n'y avait pas de financement, et que donc, ça limitait forcément les impacts. Vous nous avez dit vos difficultés à trouver un interlocuteur. Alors, vous représentez vraiment le monde de la santé. Et donc, la problématique est vraiment limitée à ce secteur-là. Vous êtes venu surtout pour nous parler de ça. Mais je serais intéressée pour savoir, parce qu'il y a quand même d'autres sujets qui sont abordés dans le PNSE, que simplement la cible hospitalière. Et je serais intéressée pour savoir comment vous envisageriez une amélioration de la gouvernance nationale, générale. Parce que vous dites, bon, difficulté à trouver un interlocuteur au sein du ministère de la Santé, mais comme vous le savez, il y a plusieurs ministères qui sont intéressés par le PNSE. Donc, la transition écologique, mais également le ministère du Travail, de la Recherche, l'Éducation nationale et de l'Agriculture. Donc, quel serait, à votre avis, le meilleur des pilotages qu'on pourrait obtenir pour faire en sorte que, d'abord, que ce PNSE prenne du sens et surtout de l'efficacité, mais surtout qu'il puisse arriver à chapeauter la trentaine de plans sectoriels, plans silos qui existent actuellement. Vous en avez parlé au début de votre audition. Donc, quelles suggestions à l'échelle nationale? Et puis, deuxième, bien sûr, question qui va suivre fort logiquement, quelle gouvernance à l'échelle territoriale? Parce que vous nous avez beaucoup parlé du travail porté par certaines ARS, mais comme vous l'avez dit, c'est personnes dépendantes. Est-ce que vous pensez que c'est le bon niveau de gouvernance territoriale? On nous parle aussi des conseils régionaux, on nous parle aussi des départements, des EPCI.
Et comment aussi, l'ultime troisième question dans ma question, comment associer la société civile et le monde associatif? Parce que vous dites que vous n'avez pas été officiellement associé à la définition du PRSE. Donc, comment pourrions-nous améliorer la gouvernance aux différents étages de la fusée? Merci. Non. Ce sont des questions très difficiles et la réponse que je vais faire ne peut être que très polémique. Mais bon, si je viens ici, autant que ça sert un peu à booster le débat. Je pense que sur les sujets qu'on évoque, une solution formidable serait la fusion des ministères de la Santé et de l'Environnement. Hein, voilà, on en est loin. Mais aujourd'hui, on voit bien que toutes les décisions qui sont prises nécessitent des prises en considération de l'analyse bénéfice-risque. Quand je vois la réduction de la vitesse sur les autoroutes et aux abords des routes, il y a deux façons de l'expliquer. Soit on l'explique aux automobilistes en leur faisant comprendre qu'ils sont les vaches à lait, qu'ils vont payer des amendes avec des radars partout, soit on explique ce que des médecins m'ont expliqué, et là ça a changé mon attitude personnelle en volant, c'est que réduire de 30% la vitesse dans les agglomérations et autour des agglomérations, ça revient à réduire des particules fines et ça revient à réduire de 30% les maladies cardiovasculaires. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et ça, on ne l'explique jamais. Donc ça veut dire qu'il faut bien une transversalité dans les politiques publiques et il faut bien que les acteurs se parlent. Encore une fois, quand on va au ministère de l'Environnement, qu'on nous écoute poliment, et là déjà au moins on nous reçoit, mais qu'on explique au bout d'une heure que les sujets concernant la santé, il faut aller les aborder au ministère de la Santé, ça ne peut pas marcher. Donc si ce n'est pas une fusion, j'entends bien quand je dis ça que ça fait sourire et que ça ne sera jamais possible. Il y a trop d'intérêt en jeu, et trop d'ego en jeu. Mais s'il n'est pas possible de faire cela, eh bien, peut-être faut-il une agence, peut-être faut-il investir dans une agence, un guichet unique pour traiter ces sujets-là, guichet unique qui pourrait aussi servir d'agence de recherche et développement en santé. Ça n'existe pas. C'est quand même assez étonnant que tout ce qui est fait sur le terrain, qui génère des résultats, ne soit pas évalué, ne soit pas pesé, qu'on n'arrive pas à faire cette R&D, cette recherche et développement qui pourrait générer des résultats assez incroyables. Donc, il y a certainement en termes de gouvernance à regrouper des agences pour arriver à travailler en toute transversalité. En ce qui concerne les territoires, je suis très animé par un nouveau sujet et on va essayer de faire une opération pilote. Comme je vous l'ai dit, la loi Pacte est très structurante pour les sociétés, c'est une clé pour les entreprises de demain, c'est une clé parce que ça permet aux organisations de définir leur raison d'être, d'avoir des objectifs et de faire en sorte que ces objectifs soient contrôlés par un tiers indépendant. Ça sera la fin du greenwashing dans notre pays si tout ça est bien appliqué. Eh bien, on a lancé une idée qui va peut-être se déployer sur le territoire de Montpellier, c'est l'idée du territoire à mission, basée sur la même dynamique qu'une société à mission, c'est-à-dire regrouper des acteurs, associatifs, collectivités, entreprises, citoyens, de définir un objectif commun et que toutes les organisations soient en capacité de travailler sur cet objectif commun. Nous allons lancer une expérimentation sur Montpellier. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les financements et les moyens, mais ça commence, nous avons quelques pistes. J'ai eu la chance de rencontrer le maire de Montpellier vendredi dernier pour faire en sorte que les territoires, justement, puissent mettre en œuvre des actions sur le sujet. Là, nous allons proposer de faire, dans ce territoire à mission, une action sur la qualité de l'air intérieur et la suppression des perturbateurs endocriniens dans les organisations dont on parle. Ça veut dire mutualiser les bonnes pratiques. Ça veut dire en termes de coûts que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque l'on a réussi à le faire dans une structure, tous les autres vont en bénéficier. Et dans l'objectif de ce territoire à mission, nous avons déjà prévu de mettre en place une plateforme pour mutualiser les données entre les différents territoires. Donc, vous voyez, ça se fait, c'est étonnant, ça se fait sans l'État. C'est-à-dire que c'est le terrain qui est en train de s'organiser. Mais le problème de fond, c'est que ça va être très long et très compliqué parce qu'on n'a pas de moyens. Et bien évidemment, pour organiser ça, il faut des moyens. Il faut peu de moyens. Un territoire à mission avec 2 équivalents temps plein, ça vous donne une idée d'un budget. Ce qui n'est rien du tout. Je ne vous parle pas de créer des agences dans tous les sens avec énormément de salaires à sortir. Pas du tout. C'est juste d'arriver à avoir dans les territoires des acteurs qui identifient les bonnes pratiques, qui cartographient les acteurs, qui mutualisent les bonnes pratiques et qu'en plus on puisse échanger après au niveau des territoires pour le mettre en œuvre. Donc, en termes de gouvernance au niveau national, certainement une entité, un guichet unique et un pilote unique pour tous ces sujets-là. Et au niveau des territoires,
lançons une expérimentation sur la logique des territoires à mission pour que demain, toutes ces actions mises en œuvre sur le terrain puissent bénéficier au plus grand nombre. Et ne comptons pas que sur l'État pour le faire. Appuyons-nous sur les acteurs engagés dans les territoires et sur la société civile. Je vous donne un exemple. Je reprends le TGV tout à l'heure, très vite, parce que ce soir, on anime une réunion avec une vingtaine d'entreprises dans le sud, à Béziers, qui veulent s'engager dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur de leur organisation pour protéger leurs clients et leurs collaborateurs. On n'a rien demandé à personne, on le fait. Et ce soir, on va leur donner les outils pour arriver à le faire, à protéger la santé de leurs parties prenantes, et nous mesurerons la réduction des impacts dans un an. Sur ce genre d'idée, une fois que c'est fait dans un endroit, demain, on le donne, on le duplique à un autre endroit. Il suffit juste qu'on ait les moyens de coordonner cela. C'est tout. Dans cette démarche-là que vous avez lancée avec la ville de Montpellier, quels sont les acteurs qui se sont mobilisés? Parce que vous nous avez présenté des démarches extrêmement intéressantes qui ont été menées dans certaines régions, et là, vous revenez au niveau d'une ville, d'une grande ville, une grande métropole. Ouais. Donc, question, quelle serait, à votre avis, la manière dont on pourrait s'organiser au sein des territoires? Est-ce qu'il faut que ça passe par une politique de contractualisation entre l'État et les acteurs du coin? Mais quels acteurs? Parce qu'en fait, le portage, la dynamique, elle varie en fonction des personnes présentes sur le terrain. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais vous dire la façon dont on s'y est pris, puisque c'est une opération pilote qu'on a inventée de toutes pièces. On y travaille depuis 1 an. Nous avons d'une part en contact les établissements de santé. Le CHU de Montpellier fait partie des acteurs engagés et des cliniques et les EHPAD aussi de la région. Donc, d'un côté, les acteurs du monde de la santé déjà engagés. De l'autre côté, le MEDEF et le CPME, parce que là, ce sont les réseaux de l'ensemble des entreprises qui sont parties prenantes, qui sont tout à fait partants. Nous avons contacté les OPCO, c'est-à-dire les organismes de collecte des fonds de formation, parce que ces acteurs-là sont en capacité aussi de financer des plans de formation globaux, et nous avons même créé des MOOC en ligne, parce que ça, ce sont les outils de demain, où sur des modules très très courts, on est capable d'embarquer en ligne à un instant T 100, 200, 300, 400 personnes, et d'éditer même un certificat pour montrer que les gens ont été bien formés. Et ensuite, nous nous sommes appuyés sur les différents réseaux qui sont les associations du type CJD, les jeunes chambres économiques, le COBATI, l'association des professionnels de l'immobilier. Donc, nous avons aussi contacté l'ensemble de ces réseaux-là qui sont très actifs et qui ont envie, si vous voulez, ce que je constate sur le terrain, en résumé, c'est que pendant 10 ans, les acteurs nous ont demandé pourquoi il fallait se lancer dans des démarches. Voilà, moi, de 2010 à 2020, j'ai passé 10 ans à expliquer pourquoi il fallait y aller. Depuis 6 mois, à peu près, on ne me demande plus pourquoi. On me demande comment. On me demande comment. À partir du moment que la société civile est en train de réfléchir, de poser la question du comment nous engager, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'on a gagné. Alors, il faudra une décennie de plus. J'espère que nous en reparlerons, Madame la Présidente, en 2030, et que nous serons capables de dire, eh bien, on y a participé, en effet, sur le comment. On a réussi à mettre en œuvre des actions et à les mutualiser. Donc, à l'échelle d'un territoire, on s'y est pris comme on a pu en contactant les leaders, les têtes de pont, qui sont tous volontaires. Maintenant, on est à la recherche de financement pour arriver à financer cette opération pilote et être capable de dire, dans 1 an, on a réussi à atteindre des objectifs. J'ai pris un engagement très fort avec le maire de Montpellier en lui disant que si nous animions une dynamique comme celle-là, nous aurions les premiers résultats en 18 mois. Donc, c'est un engagement très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas faire une énième commission, ce n'est pas signer une charte. Quand je vois que des territoires ont signé la charte sans perturbateur endocrinien avec ni objectif, ni formation, ni moyens, ça ne sert à rien. Si demain on met en place un territoire à mission, que les acteurs définissent une raison d'être commune et un plan d'action commun, dans 18 mois, nous aurons des premiers résultats tangibles, mesurables, duplicables. Écoutez, c'est sur cette note tonique et pleine d'espoir que nous allons terminer cette audition. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté librement, avec beaucoup de détails. Et surtout, merci pour votre engagement personnel. On sent que vous êtes très mobilisé et passionné par ces sujets. Et d'ailleurs, avec des retours sur l'efficacité de vos interventions. Et nous allons essayer d'en tirer le maximum de profit de toutes vos propositions. Merci encore pour votre participation, Monsieur Olivier Thomas. Merci beaucoup. Je vous laisse quelques documents que je pourrais bien sûr vous donner sous format numérique. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous aussi.